Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Frank Williams. C'est la deuxième partie de 94 à 2021. Si t'as pas vu la première, je te mets le lien juste en haut. N'hésite pas aussi à t'abonner pour me soutenir et être au courant de tous mes futurs posts. Allez, c'est parti. « 94 va marquer un tournant pour l'équipe. Le début de saison est difficile. Ayrton Senna ne marque pas lors des deux premières manches, au Grand Prix du Brésil et au Grand Prix du Pacifique. Ensuite, évidemment, Saint-Marin va marquer un tournant, notamment pour Frank Williams. Il ne parlera d'ailleurs jamais de l'accident, peut-être aussi par pudeur, peut-être aussi un petit peu, on le sait pas, par culpabilité. Damon Hill va devoir du coup porter l'équipe à bout de bras, avec évidemment la pression un petit peu de prendre le relais du Brésilien. Et franchement, il va s'en sortir pas si mal. La voiture est quand même nettement devancée par la Benetton cette année. Williams a perdu son avantage, notamment au niveau technologique, puisque les aides au pilotage en cette saison 94 ont été interdites. Et là, Williams va en pâtir un petit peu. Damon Hill va profiter notamment lors de l'été des altercations entre Benetton et la Fédération internationale, les déboires politiques, juridiques et aussi sportifs. Schumacher va être exclu lors de quelques courses et Damon Hill, il va en profiter, il va marquer beaucoup de points, il va revenir même à 1 point de Schumacher à l'issue de la dernière manche, donc juste avant le Grand Prix d'Australie. Lors de ce Grand Prix, on le sait, les deux pilotes s'accrochent avec un accident qui reste évidemment dans les mémoires. Du coup, au niveau du championnat, on en reste là. Schumacher est champion du monde, mais Williams quand même réussit à assurer au moins le titre constructeur, notamment grâce à Damon Hill et aussi au second pilote, Nigel Mansell et David Coulthard, qui ont réussi eux aussi à marquer quelques points. En 95, l'histoire est un petit peu différente. La nouvelle réglementation fait que les cartes sont un petit peu rebattues. Williams en profite, il présente la FW17 qui est vraiment la voiture la mieux réussie de tout le peloton. On le sent lors des premières courses notamment. Damon Hill domine le Grand Prix du Brésil avant d'abandonner à cause d'un problème de suspension. Il remporte le Grand Prix d'Argentine et le Grand Prix de Saint-Marin. Sauf qu'au fur et à mesure de la saison, ils vont se perdre un petit peu au niveau des stratégies. Damon Hill, lui aussi de son côté, va faire quelques erreurs de pilotage, Silverstone, Monza par exemple, mais aussi le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Résultat des courses, Schumacher, lui en bon champion qu'il est, évidemment, il glane les points, les victoires. Résultat, il réussit à aller chercher son second titre. Benetton Renault est aussi championne du monde. Williams malheureusement perd les deux titres. David Coulthard, le second pilote, a quand même réussi à se hisser pratiquement au niveau de jeu de Damon Hill cette saison-là. Donc cette saison, on reste un petit peu sur notre fin, on est un petit peu déçu de l'écurie britannique, mais on pense quand même qu'en 96, ils vont réussir enfin à aller chercher le titre, tout simplement parce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Et là, ça y est, les deux saisons suivantes marquent enfin le retour de l'équipe Williams au tout premier plan. Damon Hill va chercher le titre après une saison maîtrisée, mais quand même avec un peu de fil à retordre. Jacques Villeneuve, qui vient tout droit de l'IndyCar, va signer une très belle première saison. Il remporte pas moins de 4 courses. Et Damon Hill, il va devoir attendre le dernier Grand Prix avant d'être sacré champion du monde au Japon. En 97, Damon Hill part chez Arrows et c'est Villeneuve qui est propulsé du coup en tant que premier pilote. Et lui aussi va réussir à transformer le coche. Il remporte le titre, là aussi de manière un petit peu difficile quand même, face à Michael Schumacher après un beau duel. Duel qui se termine sur la passe d'armes mémorable à Jerez de la Frontera lors du Grand Prix d'Europe lors de la dernière manche. Schumacher, on le sait, va être disqualifié après cet épisode un peu compliqué. Villeneuve, lui, est champion du monde, mais on ne le sait pas encore à l'époque, c'est la dernière fois que Williams va être sacré. Puisque 98 et 99 vont être des saisons, elles, compliquées, Renault quitte la F1 à l'issue de la saison 97, Williams parvient quand même à négocier avec Mecachrome, qui est un préparateur des moteurs Renault, sauf que ce sont des moteurs rebadgés, des moteurs qui ne seront pas mis à jour de la même manière que des moteurs d'usine. Résultat, ils en pâtissent, notamment au niveau de la performance, face à des moteurs comme Mercedes et Ferrari du côté de la concurrence. Résultat, Williams va un petit peu pâtir de tout ça, avec en plus l'arrivée des pneus sculptés, la voiture est mal née. Les deux saisons sont donc difficiles. Williams prépare aussi un petit peu l'avenir, puisqu'il négocie avec BMW à compter de l'année 2000.
La première saison est une saison plutôt bonne, où le but c'est tout simplement de roder un petit peu ce moteur. Le châssis est un châssis évolué de la saison 99, donc on s'attend pas non plus à des performances exceptionnelles. Le but c'est finalement de préparer l'avenir. Et 2001 sera une bonne saison, notamment avec Ralf Schumacher qui va remporter plusieurs courses, avec à ses côtés Juan Pablo Montoya, un jeune Colombien qui était pilote essayeur chez Williams. Montoya se montrera un petit peu brouillon, mais on le sent, il est clairement très rapide. Il remporte notamment en fin d'année le Grand Prix d'Italie. Et là, ça va être 3 saisons qui vont être assez positives quand même pour Williams. De 2001 à 2003, le niveau de performance est assez homogène. Ferrari, notamment en 2001 et en 2002, est assez intouchable. Williams en profite pour glaner des places d'honneur, remporter une course ou deux quand c'est possible. 2003, en revanche, la saison est encore meilleure cette fois-ci. Schumacher remporte plusieurs courses. Montoya sera même aussi un adversaire potentiel au titre jusque dans les dernières courses, notamment après le Grand Prix des États-Unis. Williams n'est pas championne du monde, mais voilà, le niveau de performance est tout à fait correct, elle tient son rang, et évidemment on va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que pour 2004, Williams va réussir enfin à aller chercher à nouveau le titre? Et en 2004, l'équipe tente des choses, notamment au niveau aérodynamique. Il présente la FW26, qui est une voiture assez révolutionnaire, avec un nez vraiment proéminent, inspiré d'ailleurs des Raymanta. C'est une innovation qui va pas du tout marcher puisque la voiture va se montrer assez sous-vireuse, les performances vont s'en ressentir, les podiums et les points se font de plus en plus rares, face notamment aussi à une Ferrari, la F2004, qui va tout rafler sur son passage, mais surtout aussi par rapport aux adversaires qui, eux, gagnent un petit peu en performance. Cette année-là, Honda va faire une très bonne saison, mais aussi Renault. Williams, elle, va un petit peu régresser dans la hiérarchie, au point même qu'ils décident de revoir le nez de la voiture en cours de saison. Ils reviennent à un nez plus standard à la fin de saison. Montoya réussira quand même à remporter une course, la dernière de la saison au Grand Prix du Brésil. Mais voilà, cette année 2004, on sent que Williams a un petit peu décliné. Et en 2005, la saison va être encore plus difficile. Nouveau duo de pilotes, Nick Heidfeld et Mark Webber. Les points se font de plus en plus rares, le début d'année est quand même correct, avec quelques podiums. Heidfeld signe notamment la pole position au Grand Prix d'Europe au Nürburgring, mais au-delà de ça, il n'y a plus de victoires. Et pire que ça, à compter de l'été, les performances vont sérieusement décliner. Williams se retrouve dans le ventre mou du peloton, le torchon brûle aussi avec BMW qui souhaite prendre le contrôle de l'équipe. Sauf qu'évidemment, Frank Williams y refuse, c'est son entreprise. Résultat, BMW signe avec Sauber à compter de 2006, avec un rachat ou en tout cas des parts majoritaires dans l'équipe. Et du coup, Williams se retrouve aussi sans motoriste pour 2006. Et c'est là où on va voir, ça annonce quand même un sérieux déclin pour l'équipe. Après le départ de BMW, Frank Williams se retrouve à la recherche d'un motoriste. Il trouve refuge avec le moteur Cosworth, qui est un moteur pas des plus puissants et des plus performants du plateau. La saison va être assez difficile, nouvelle équipe aussi, aux côtés de Mark Webber, il y a désormais Nico Rosberg, le fils du champion du monde. La saison donc va être un petit peu particulière, avec parfois 2 belles performances, une belle qualification par exemple de Rosberg en Malaisie, il part 3ème, mais quelques grands prix plus tard, il se retrouve éliminé en Q1 en partant 19ème, donc des performances finalement très variables d'un circuit à l'autre, et puis surtout un gros problème de fiabilité qui va handicaper toute l'écurie au cours de la saison. Résultat, peu de points, pas de podium, une 8ème place au championnat constructeur, donc un bilan vraiment difficile. Il est grand temps un petit peu de changer les choses à compter de 2007. Frank Williams en 2007 va trouver un nouveau motoriste avec Toyota. Il signe un partenariat qui va durer 3 ans. La première saison est plutôt positive. Rosberg marque régulièrement. À ses côtés, Alexander Wurz, lui, réussit à tirer son épingle du jeu grâce à son expérience. Il n'a pas forcément la même pointe de vitesse, mais il réussit en course un petit peu à aller chercher de belles positions. Il signe notamment le podium lors du Grand Prix du Canada. Au final, l'écurie termine 4ème au championnat constructeur, suite aussi, il faut le dire, à la disqualification de McLaren cette saison-là, avec des histoires d'espionnage avec Ferrari. Donc, bilan beaucoup plus positif que l'année précédente, donc les espoirs sont quand même bien présents pour 2008, et puis les essais hivernaux vont être plutôt positifs aussi pour l'équipe, donc on s'attend à un retour en force pour la saison prochaine. En 2008, Rosberg marque peu, il arrive quand même à signer 2 podiums,
mais ça n'empêche pas quand même l'équipe de reculer au 8e rang au championnat. L'année suivante, en 2009, c'est plutôt son coéquipier qui pose problème puisque Nakajima n'inscrit pas un seul point de la saison. Jusqu'en 2013, les performances vont être en dents de scie. 2010 et 2012 sont des années correctes, quand 2011 et 2013 sont des années plutôt difficiles. L'équipe est devenue une équipe de milieu de peloton. On peut quand même relever comme performance Pastor Maldonado qui au Grand Prix d'Espagne a réussi à remporter la course. C'est d'ailleurs à ce jour la dernière victoire d'une Williams. Malheureusement ce sera une performance sans lendemain. Mais c'est à partir de 2014 que l'équipe va signer son renouveau. Grâce à l'air hybride, Williams a pu rebattre les cartes et elle dispose désormais du moteur Mercedes. Moteur qui va être littéralement au-dessus du lot par rapport aux autres. Williams va enfin basculer d'une équipe de fin de peloton à une équipe de premier plan. 2014 va être une magnifique année, ils réalisent au total 9 podiums ainsi qu'une pole position cette saison-là. Ils sont clairement la 3e force du plateau, derrière Mercedes et Red Bull. Donc là ça y est, on commence à se dire que l'équipe a redoré un petit peu son blason. Claire Williams a pris le relais de Frank Williams à la tête de l'équipe, sans doute un petit peu fatigué par les années et puis épuisé aussi par son handicap. Donc c'est sa fille qui est désormais aux commandes. Donc 2014, excellente année. 2015 et 2016 seront aussi des bonnes années, avec quand même, on le sent, un léger déclin sur les 2 ans. Mais les résultats restent tout à fait satisfaisants. En 2016, l'équipe finit notamment 5e au championnat constructeur. Mais c'est à partir de 2017 et la nouvelle réglementation que les résultats de Williams vont commencer à en pâtir. Si 2017 reste correct, puisque l'équipe finit 5e au championnat constructeur, Lance Stroll signe aussi son premier podium en carrière en Azerbaïdjan. C'est à partir de 2018, ça y est, là que les résultats vont s'effondrer. L'équipe termine 10e et dernière au championnat, 7 points marqués seulement sur la saison. Et là, évidemment, on espère qu'en 2019 les choses se passent mieux, mais on va le voir, les résultats vont être encore plus désastreux. Et 2019 va confirmer ces mauvais résultats. Les essais hivernaux se passent mal, ils commencent tardivement, les pièces ne sont pas dans le garage. La voiture est tout simplement mal née, les pilotes vont concéder régulièrement plus d'1 seconde au reste du peloton. Robert Kubica parvient miraculeusement à aller chercher 1 point lors de cette saison, mais clairement il n'a rien à en retirer. Williams ne fait que concéder du terrain face aux autres voitures, et on commence à se dire qu'en tant qu'équipe privée, est-ce que Williams a atteint ses limites? Est-ce qu'elle va pouvoir survivre aussi à cette Formule 1 moderne qui coûte de plus en plus cher? Alors évidemment, on a tous le regard porté sur 2020 à ce moment-là, de voir est-ce que Williams va réussir à redresser la barre alors qu'elle a déjà touché le fond. Heureusement, 2020 se passe mieux, alors pas en termes de points puisque l'équipe finit avec un score vierge, mais au niveau de la performance pure, on le sent, ça va beaucoup mieux. George Russell par exemple parvient à se qualifier 9 fois en Q2, en excluant évidemment sa qualif à Sakir où il remplaçait Hamilton sur la Mercedes, mais c'est déjà encourageant. Ils arrivent au moins à lutter dans le peloton. Latifi pour sa part qui fait ses débuts parvient une fois à s'extirper de la Q1. Il apporte aussi, grâce à ses soutiens financiers, de l'argent frais pour Williams. C'est important puisque c'était aussi le problème principal, on le sait, c'est une équipe privée, donc il faut trouver aussi les ressources. Dans le même temps, Claire Williams va céder les rênes à Dorilton Capital, un fonds d'investissement américain sous l'égide de Yost Capito. Ça va apporter aussi de l'argent frais, l'avenir de l'équipe est aussi pérennisé. Alors c'est vrai que c'est aussi un pan de l'histoire qui se tourne, puisque l'équipe était jusque-là familiale. Désormais, ça y est, il n'y a plus de membres de la famille Williams à la tête de l'équipe, mais honnêtement, alors qu'on avait un peu peur au début, puisqu'on sait les fonds d'investissement en général ne sont pas là pour forcément rester très longtemps, on sent véritablement un projet, notamment avec Yost Capito, de vouloir faire de Williams une équipe de premier plan, ou en tout cas retrouver une position beaucoup plus acceptable. Ils l'ont prouvé déjà cette année, George Russell a réussi à retrouver le chemin des points, plusieurs Q3, le niveau de performance s'est véritablement amélioré. Donc évidemment pour 2022, on peut être gonflé d'espoir. En plus avec la nouvelle réglementation, Williams va peut-être pouvoir aussi saisir une opportunité, on ne le sait pas. Donc évidemment, tous les regards seront portés sur l'équipe en cette année. J'aimerais savoir, dites-moi aussi en commentaire, vous, ce que vous attendez peut-être de Williams cette année. Ça va être aussi intéressant de voir ce qu'ils vont réussir à faire. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de Williams, quelles sont aussi vos attentes vous pour 2022 autour de cette équipe. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous, pouce bleu et abonnement si c'est pas encore fait pour me soutenir et pour voir davantage de contenu. Et nous on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.